et bienvenue à l'Entracte Martial. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Claire-France Thévenon, championne internationale de Jiu-Jitsu brésilien, JJB pour les connaisseurs. Discipline encore peu connue en France, le JJB s'est illustré dans les années 90 grâce à son efficacité dans les premières heures de l'UFC. Souvent confondu, voire uniquement associé au MMA, le JJB est pourtant une discipline à part entière, avec ses propres fédérations, ses propres règles et ses propres compétitions. Une autre erreur qui revient malheureusement est de réduire cette discipline à du judo au sol. Notre invité, également haut gradé en judo, est bien placé pour nous prouver le contraire. Claire-France, merci d'avoir accepté mon invitation, je te laisse la parole. Claire-France Thévenon, je suis professeure de Jiu-Jitsu brésilien et de judo, essentiellement de Jiu-Jitsu brésilien, de grappling. Je suis professeure chez Imperium Fight à La Île-et-Rose et à la MK Team dans le 20e arrondissement de Paris. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais du Jiu-Jitsu brésilien. Bon, mon enfance, je l'ai fait dans le judo. Et... T'as commencé à quel âge ? Alors j'ai commencé le judo à 9 ans, ce qui n'est pas spécialement tôt pour le judo, parce que maintenant... C'est vrai, oui, en France, ouais. Voilà, maintenant... On inscrit les enfants à 5-6 ans, voire 7, je sais pas. Et puis même, faut savoir que la fédération de judo, 75% de ses adhérents ont moins de 15 ans. C'est une fédération de gamins en fait. Et... Ah ouais, je savais pas. Voilà, du coup, bon, moi j'ai continué, j'ai fait beaucoup de compétitions et j'aimais beaucoup le sol. Mon professeur Bruno Louis était fan de sol, il adorait le sol. Et je sais pas, quand j'ai eu 15-16 ans, j'avais progressé et tout au sol et j'étais pas loin de le battre. Et c'est toujours bizarre le moment où on bat son professeur. Après, moi, c'est quelqu'un que je respecte infiniment et c'est genre mon second père. Et voilà, c'est vraiment le T'es derrière un jour, je pense, peut-être même à 14 ans ou à 13 ans, battre son professeur. Voilà, c'est quelque chose, moi, mais c'est quelque chose d'assez spécial. Et en fait, au moment où j'ai senti que d'un coup, mon prof, il a élevé son niveau, mais quelque chose, d'un coup, je comprenais plus ce qu'il faisait. Et après, il m'a dit, en fait, je fais du jiu-jitsu brésilien. Il me dit, je suis à fond là-dedans en ce moment. Et il avait pris énormément en niveau. C'était juste pour rappeler la période, parce que le jiu-jitsu brésilien n'était pas connu jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc c'était à peu près aux quelles années C'était il y a un bout de temps, mais le problème, c'est que quand je lui ai demandé, il y a une différence. Et je lui ai dit, c'est quoi le jiu-jitsu brésilien ? Il m'a dit, c'est comme du judo au sol. Et du coup, pour moi, j'ai pas vu l'intérêt. À l'époque, j'ai pas vu l'intérêt de me dire. Ouais. Mais clairement, en fait, mon professeur, il allait à l'époque sur une école qui s'appelait le Sartissier. Okay, voilà. Et du coup, moi, j'ai pas vu la nécessité d'y aller. Et quelques années plus tard, je sais pas, on devait être en. Ça fait plus de 10 ans. Hein, c'était Là, on est en 2020, ça devait être aux alentours de 2009, ou quelque chose comme ça. Mon professeur me dit, écoute, il y a un stage organisé par la fédération de judo, un stage de sol, et mais l'intervenant, il est vachement bien. Et mon professeur, il respecte la technique. Et bon, moi je m'attendais à avoir un vieux professeur, mais je savais que ça allait être bien. Il m'avait dit que c'était bien, donc je croyais mon professeur, donc j'ai dit bon, j'y vais. Et le professeur à ce stage, c'était Olivier Michaelesco, donc mon professeur, qui est encore mon professeur, et avec qui je suis à la MK Team, que j'ai suivi, avec qui on a fondé avec toute l'équipe la MK Team. Et du coup, donc c'était le premier cours, franchement, il fallait des formes de corps, j'ai rien compris. Même maintenant, ça me fait rire quand j'y pense, parce que dans les films, on a toujours l'impression que c'est la révélation, il arrive à le faire tout de suite, mais comment as-tu réussi ? Mais ça, c'est pour les films. Voilà, mais c'est ça. Il y a du travail derrière. En vrai, je pense qu'il a dû se dire waouh, c'est quoi cette forme de corps ? Et du coup, mon professeur m'a dit, à la fin du stage, il m'a dit, tu sais, j'ai parlé avec Olivier, alors il m'a dit qu'il donnait des cours le matin. Donc à l'époque au Certifié, il dit ouais, des cours à 5 € le cours, c'est vraiment que dalle. Mais vous étiez combien du coup ? Et tu sais quoi, au début on n'était pas si nombreux que ça, hein. Des fois on était 3-4, des fois on était c'est vrai. Ouais, non mais le truc mais incroyable. Et puis mais c'était quand on y pense, c'est surréaliste. Je me dis ça
ça valait, il savait pas ce qu'il... C'était un passionné. Oui, voilà, mais il savait pas ce que ça valait, parce que franchement... Et en fait, mon professeur le connaissait justement du club, mais moi, j'étais jamais allée. Et quand je suis allée là-bas avec mon professeur comme partenaire, il nous faisait faire 1 heure de technique, mais c'était pas du combat, hein, vraiment que de la technique pendant 1 heure. Et en fait, il faisait ça 2 fois par semaine. Et c'était, enfin, moi ça a été un peu une révélation et je me suis dit tiens, j'aimerais bien, moi qui adore le sol au judo, j'aimerais bien voir ce que les gens ils donnent en cours, parce que des fois on te montre des techniques et c'est un peu abstrait parce que c'est hyper sophistiqué, ça fait un peu comme dans Kaamelott. Je sais pas si tu vois avec la technique. Alors, tu veux dire les techniques ne sont pas enseignées à deux? Si, elles sont enseignées à deux, mais ce que je veux dire c'est que des fois c'est tellement précis, c'est tellement... Alors, quand ton adversaire te fait ça, là maintenant tu vas mettre ton genou à tel endroit et que ça fait vraiment, c'est Caradoc et Perceval en train d'apprendre les arts martiaux. Alors là, tu te décales. Alors, il y a un truc avec les 60 degrés, mais la température, non, le décalage. Donc c'est exactement ça. Et tu te dis, est-ce que concrètement, en combat, intuitivement, tu te demandes si en combat, on va sur des choses aussi compliquées? Parce que le combat au sol, ce que je connaissais du judo, nous, on faisait des choses un petit peu évoluées pour du judo, mais pas aussi technique, pas aussi approfondies. Donc, je suis allée à un cours, je me suis fait éclater, mais j'ai kiffé, hein, vraiment. Et tu as vu dès le début, en fait, même si tu te comprenais pas, mais tu as vu qu'il y avait une différence nette, que c'était pas du judo au sol, quoi. C'était autre chose. Moi, quand j'ai commencé, pour te dire, alors maintenant je suis 4e dan de judo, à l'époque j'étais 3e dan de judo. J'étais en première division de judo. Alors, j'étais pas, ce qu'on disait, j'étais pas dans un niveau olympique ni rien, mais j'étais en bas de la première division. Je suis Guingamp, quoi. Un coup, je suis en 2e division, un coup, je suis en première division. Voilà, je fais l'aller-retour. Ça reste tout de même déjà du haut niveau. C'est pas du très haut niveau, mais voilà, j'avais un niveau. Et j'arrive dans ces cours et je me rends compte que, bon, moi, je viens avec une ceinture blanche, parce que tu es débutant, tu viens avec une ceinture blanche. Et je me rends compte que non seulement quand je tourne avec les gradés, je me fais tordre, mais quand je tourne avec des ceintures blanches, il y en a qui me font taper. Et celles qui sont là depuis 3 mois ou 4 mois, c'est ça? Non, quand même pas. En réalité, vu mon bagage, parce qu'on faisait beaucoup de sol, je faisais quand même taper des ceintures blanches. Je me suis pas fait aussi atomiser que certains peuvent s'imaginer ou quand ils commencent et tout. Mais même ceux que je faisais taper en ceinture blanche, le niveau me sidérait en mode... Mais enfin, j'ai quand même plus de 15 ans de pratique martiale, c'est pas normal que j'arrive pas à les battre plus facilement. Mais peut-être aussi que ces personnes avaient un background comme toi. Alors, il y en avait, mais en fait, tu le voyais assez rapidement et finalement, pas tant que ça. Pas autant que ce qu'on pense. Tu voudrais dire, là, je prends un exemple, je prends quelqu'un dans la rue, bon, qui a quand même une certaine condition physique, parce qu'il faut une certaine condition physique. En 6 mois, elle pourrait apprendre à avoir un niveau pour atomiser quelqu'un qui a fait 15 ans de judo avant. Oui, ça dépend à quel niveau tu es. Par exemple, là, cet après-midi, on avait un gars qui est passé et qui, lui, était podium première division, équipe de France et tout. Et en judo. Et du coup, le mec est quand même, il a une puissance, il a un grip. Mais si je le mets contre les mecs forts du club, ça suffira pas. Peut-être il fera taper les gens, mais voilà, ça ne suffira pas. Après, par contre, sur la condition physique, il y a tout un tas de mythes. Et c'est vrai qu'au jiu-jitsu, et ça c'est très important de le dire par rapport au judo, parce que le judo, il y a des projections, et c'est vrai que ça nécessite des capacités physiques. Et c'est-à-dire ça veut pas dire qu'il faut être bodybuildé toujours, voilà, mais si il y a trop de laisser-aller physique, on aura du mal, même quelqu'un qui est très bon techniquement, à s'exprimer parce qu'il sera en retard, et souvent quand on a du mal à s'exprimer techniquement, on essaie de forcer, mais si on a une mauvaise condition physique, eh ben ça marche pas et c'est comme un cercle vicieux. Sur le jiu-jitsu brésilien, la pratique, alors après la pratique en compétition à haut niveau, on est d'accord. Il faut du physique. Ça dans tous les sports, je pense, c'est vrai. Ou quasiment, ouais. Et même les sports, on s'imagine que le golf, machin, non, les gens, de voir, ils sont affûtés. Et du coup, en jiu-jitsu brésilien, moi j'ai des élèves en cours part, j'ai des mecs qui ont 60 ans, et
Et j'ai des mecs qui des fois arrivent avec des conditions physiques vraiment pas bonnes et tout. Et petit à petit, le jiu-jitsu brésilien, c'est trouver les solutions qui sont adaptées à ton physique. Tu vas pas combattre pareil que tu sois un Golgoth d'1m95 ou si tu es une petite nana d'1m60 les bras levés. Tu vois. Tu vas, souvent, c'est très très souvent comparé à un échiquier humain. C'est-à-dire que si tu as pas un gros physique, tu peux quand même placer tes pions d'une façon à gagner au final. Et tu as différentes stratégies. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, les bons gradés, on va dire, c'est souvent frustrant pour les gens parce que des fois, moi, mais même je l'ai ressenti en compétition sur du haut niveau et tout, moi, je me suis fait... Bon, moi, en compétition, je suis aux alentours de 77 kilos. Et je me suis fait tordre par des filles qui en faisaient 50. C'est-à-dire que je suis obligée d'abandonner et il y a un écart physique qui est monstrueux. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même de la puissance et tout. Et juste par leur technique, hop, elles compensent, elles sont un peu plus rapides, elles vont... voilà. Tu voudrais dire que là où le judo, entre guillemets, alors je sens que je vais me faire des ennemis en disant ça, tu vas t'en faire. Parce que le judo c'est la voie de la souplesse, et là où le judo s'est transformé en une sorte de lutte avec des catégories de poids très précises où c'est beaucoup de puissance, tu veux dire que là le jiu-jitsu brésilien a su garder une place plus technique? Alors, ouais, c'est vrai que l'idée, c'est pas de dire que le judo, c'est un truc de bourrin, le jiu-jitsu, pas du tout. Je suis pas du tout dans cette optique-là et j'ai pas de mépris pour le judo, qui est vraiment l'univers dont je viens. Mais là, dans le judo à l'ancienne, il y avait pas de catégorie de poids. Et ils les ont intégrés, pourquoi ? Parce que... Pour les JO ? Non, même pas, parce qu'en fait, à la base, l'idée de Jigoro Kano, le créateur du judo, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse combattre tout le monde, que le plus petit puisse balancer le plus grand. Et ce qui est une très noble idée, et ce qui marche quand il y a un écart technique et un écart physique. C'est-à-dire que si je suis plus petit, mais que, en gros, même si je tombe sur quelqu'un qui est puissant, mais qui est vraiment mauvais en technique, oui, je peux lui passer quelque chose. Par contre, le problème, c'est qu'avec la professionnalisation du sport et de l'art martial qu'est le judo, en fait, cette règle n'est plus vraie. Le gap technique s'est réduit, parce que du coup, ils sont tous très forts techniquement. C'est-à-dire, et voilà, et le physique est devenu quelque chose de rédhibitoire. Et c'est vrai que l'exemple le plus probant, c'est la suppression. Il y avait une catégorie qui était la catégorie reine, le toute catégorie. Et en fait, ils l'ont supprimé des JO et de la plupart des compétitions d'ailleurs, parce que en fait, c'était les lourds qui venaient là-dedans. Donc de temps en temps, t'avais un mec qui passait un tour, mais c'était impossible, c'était ingérable. Donc du coup, en fait, le judo, c'est une autre conception. C'est vrai que sur le judo, il y a beaucoup plus d'opposition physique. Elle est pas, ce n'est pas que ça, c'est-à-dire que le judo, c'est passer outre l'opposition physique, mais il y a un moment, c'est vrai que pour se déplacer, il y a quand même une opposition qui est beaucoup plus marquée qu'au jiu-jitsu. Peut-être, alors je sais pas, ça peut faire la transition vers le jiu-jitsu le JJB de compétition. Peut-être ce que je me dis, c'est que dans un club par exemple, dans une pratique plus loisir, le judo reste quand même la différence technique, tout ça, ça peut passer. Alors que dans la compétition à haut niveau, là, c'est verrouillé parce qu'ils sont tous très bien préparés. Mais peut-être que dans le JJB, même à haut niveau, dans la compétition, il peut y avoir cette différence technique. Ça peut... Est-ce que c'est vrai? Je pense que, alors sur du haut niveau, l'un comme l'autre, il y a assez peu de hasard en fait. C'est-à-dire que, en judo, c'est vrai que des fois, comme ça va vite de tomber et tout, on va dire, ça se dit d'ailleurs qu'un gars a glissé. Lui, c'était le meilleur, mais ce jour-là, il a glissé. Ouais. Il est tombé, mais c'était un peu une contre-performance, tiens, d'un coup, parce que ça va très vite, et ça s'est vu. L'exemple le plus marquant, je pense, c'est à Pékin, Tanimoto contre Lucie Decos. Lucie Decos, elle est invaincue, c'est une Française, elle est invaincue depuis 1 an, c'est un phénomène. Elle a gagné les JO la fois d'après.
c'est vraiment une grande femme du judo français. Et la japonaise, même elle a expliqué après qu'elle pensait qu'elle allait pas gagner. Hein. Franchement, elle est allée pour gagner, mais elle s'est dit c'est chaud, elle m'a défoncé toute la saison et tout. Et en fait, elles se sont rencontrées et la française a fait un mouvement et la japonaise a fait un contre, mais un truc mais sorti de l'espace. Et même elle dit bah, c'est pas un truc que j'avais travaillé. C'était un truc. Et quand on voit le niveau du truc, c'est incroyable, mais. Voilà, ça existe, disons, on va dire que... C'est des accidents, ça. Voilà, alors qu'en jiu-jitsu, sincèrement, il y en a très très peu. Enfin, pour moi, il y en a très très peu. C'est-à-dire que vous allez prendre 2 fois les mêmes combattants, il y aura pas d'accident. Mais en judo, ça arrive, mais sincèrement, c'est très très rare. Il y a une fois un mec qui glisse. Qu'est-ce qui explique cette différence ? Parce que le travail est plus au sol, le jiu-jitsu... Ouais, bah, c'est-à-dire que, en fait, alors... Une erreur au JJB, donc en gros, la différence des judokas et des jujitsukas pour être très très bien combattre ensemble, la problématique c'est toujours une problématique de règles. Au judo, le travail debout est privilégié, c'est-à-dire que on fait tomber quelqu'un fort sur le dos, boum, il est pont, le combat il est fini. Au jujitsu, si on le fait tomber fort sur le dos, bon, on a marqué 2 points, mais le combat il est pas fini. C'est 2 points sur combien ? En fait, il n'y a pas de maximum. Ah, c'est à la fin, le stop, voilà. Sport, mais le stop va compter s'il y en a un des deux qui soumet. Donc ça peut être une clé de bras, un étranglement. Après, quand on est plus avancé, clé de genou. Même s'il avait 10 points et l'autre 0. Exactement, on peut. Voilà, exactement. Vous pouvez avoir. Et c'est un peu ça le problème aussi, c'est que je suis un super judoka. Je fais tomber le mec, boum, 2 points. Mais souvent, si je l'ai fait tomber, il a pris mon dos, donc il a mis les crochets. Entre mes jambes, il m'a pris, il me fait ce qu'on a des soumissions. Il y en a une par exemple là, qui s'appelle le Mataleon, où il y en a tout un tas. Il me fait taper, j'abandonne, j'ai beau lui mettre mes 2 points, on s'en fiche. Voilà, c'est là où c'est ça, c'est un truc qui est issu de la self. Et justement, et d'ailleurs les anciens, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, ils avaient fait venir Flavio Bering, qui à l'époque dirigeait la section France, et Flavio Bering disait moi j'en ai assez, les compétiteurs ils pensent qu'en termes de points il faut aller à la soumission, et c'est bon, moi dans le système compétitif c'est encore autre chose, mais c'est l'idée. C'est pas pareil, tu vas non. Alors ça dépend. Moi par exemple, en tant que professeur, quand j'apprends le jiu-jitsu à mes élèves, je leur parle de points et de position. Et pourtant... C'est ceux que tu prépares pour la compétition? Non, justement. Tu vois, c'est ça qui est marrant parce que justement, par exemple, alors en cours particulier, j'ai beaucoup de gens qui ont passé 40 ans, qui ont peut-être peur de se faire mal en cours, ou des fois qui ont eu des vrais problèmes physiques qui se disent si je me retrouve contre un jeune de 20 piges en club, je vais peut-être me faire mal. Et moi, c'est aussi comme ça que tu as des élèves en cours particulier. Souvent, c'est des gens qui, pour plein de bonnes raisons, ou alors des professionnels du sport et tout, ne veulent pas prendre le risque de se blesser, ce qui peut arriver aussi, même si normalement, c'est très limite. Et non, du coup, en fait, quand tu fais... j'ai perdu le fil. C'était sur en fait, je te pose la question sur les points, en fait. Oui, voilà, les points, quand je donne des cours à des élèves, je leur parle toujours de points. Pourquoi ? Parce que quand on débute, on veut soumettre. Et c'est très bien de vouloir soumettre. Donc tu veux faire abandonner l'autre, tu veux gagner en fait. Parce que même... c'est trop dur, c'est un trop gros objectif au départ. Même si... En fait, oui, parce que souvent quand t'es ceinture blanche, ce que je disais, c'est... Souvent, une ceinture blanche, dans ses stratégies, c'est un peu comme un enfant. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais été nourrice, tu vois. Je me suis occupée d'enfants de 1 an. Pendant, je sais pas, 6 mois, je me suis occupée de 2 gamins de 1 an. Et il y avait un endroit où il y avait des prises électriques. Et il n'avait pas le droit d'y aller, évidemment. Et un jour, le gamin, il prend une balle, il l'envoie du côté de... Genre, je t'ai pas grillé, mais j'ai grillé à 200. Eh ben, les ceintures blanches qui te tentent un piège, c'est exactement ça. C'est attention, tu vas pas voir, mais je te prépare un piège. Évidemment, on les voit, et du coup, comme souvent, ils sont dans des positions difficiles, ils se lancent comme des kamikazes en mode ah, je vais soumettre, et ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est pour ça que les points sont attribués en jiu-jitsu brésilien quand tu marques des positions. Donc, si je t'ai fait tomber au sol et que je te contrôle pas,
Je te fais tomber au sol, je te contrôle pas, tu te relèves, il n'y a pas de point, par exemple. Ah, il n'y a même pas les histoires des Il y deux points. Il y a un avantage. Il y a un avantage si tu te relèves de suite, qu'il n'y a pas eu de contrôle, parce que le contrôle, c'est primordial. D'accord. Et en fait, pour bien faire une soumission, si tu veux faire ça correctement, ce qu'il faut faire, c'est que tu emmènes des positions. Donc, et la soumission, une fois que tu as mis en gros une dizaine de points, l'adversaire au-dessous, franchement, il s'est fait contrôler dans tous les sens. Même lui, même s'il ne suit pas des règles, même s'il s'en fout parce qu'il ne fait pas de compétition, il sent bien que ça fait 3 minutes que tu es en train de le contrôler dans tous les sens et tout. Il va faire des bêtises et il va te la donner, la soumission, en fait. Et là, ce sera facile de l'accueillir. Et en ceinture blanche, des fois, les gens, ils se lancent sur des soumissions comme si tu voulais cueillir un fruit pas mûr. Tu vois. Et donc là, c'est ça l'objectif. Après, l'objectif premier, c'est de soumettre, surtout quand on débute. Après, quand on fait de la compétition, bien sûr, on veut mettre des points, tout le monde veut gagner. Donc voilà, donc je dirais bien que moi, quand je combats, je ne vise que là. Non, moi, ça m'est égal, gagner, c'est gagner. Mais c'est deux pratiques qui sont très éloignées. Ouais, mais alors gagner, c'est gagner. Je pense que, enfin, un niveau, moi, j'ai jamais fait de compétition à un niveau, mais il y a des stratégies, j'imagine, bien qu'on sûr, met en place. Ouais. Et si par les points, tu peux gagner. Bien sûr. On n'est plus dans une logique de self ou quoi que ce soit, voilà. On est dans une logique de gagner une compétition. Exactement, et d'ailleurs, et ça se voit complètement la différence tactique si tu es dans une logique de jiu-jitsu pur. Moi, quand je fais du jiu-jitsu ou quand je montre du jiu-jitsu, souvent c'est pour faire du jiu-jitsu, mais on voit bien sur les gens qui viennent du MMA par exemple. Moi, ma technique préférée, elle s'appelle la demi-garde profonde, donc je suis accrochée à une jambe avec tout mon corps. C'est une garde qui, si je faisais du MMA, je ne m'amuserais pas à ce genre de choses parce que je me prendrais direct une pêche à bout portant. Donc voilà, donc il y a des choses qui s'adaptent différemment. Parce qu'il n'y a pas de percussion, rappelons-le. Voilà, exactement. Alors, voilà. Même si des fois on voit des coups, c'est involontaire en fait. Alors, il y en a sur la ça existe sur la version self-défense, mais non, dans la version compétition, j'en ai pas vu. Alors, il y a du jiu-jitsu, pas brésilien, il y a du jiu-jitsu traditionnel qui a une forme compétition. Pardon. C'est charmant. Il y a une forme de compétition qui s'appelle du Jiu-Jitsu Fighting, qui est très sympa. Je connaissais pas. Mais qui est orienté sur du sportif, pareil. Mais c'est très très sympa. Il y a de la frappe, de la projection, un peu de sol et tout. C'est très sympa. Mais le Jiu-Jitsu brésilien tel qu'il se pratique en club n'a pas de frappe. Sinon, en réalité, tu fais un cours de MMA. Tu vas pas tant. Mais c'est vrai qu'après, on en a discuté. Ça. Le MMA a un lien très fort avec le jiu-jitsu brésilien, c'est vrai. Moi, de ma compréhension, c'est les frères Gracie qui ont amené ça aux États-Unis quand il y avait les premiers Ultimate Fight. Et c'est eux qui ont fait connaître en fait par leur victoire, qui ont amené, en gros, c'était la meilleure pub qu'ils pouvaient faire. Bien sûr. Moi, c'est marrant parce que moi, je suis pas du tout issue de cette génération de combattants. C'est-à-dire que, en gros, quand tu demandes aux gens qui ont commencé... c'était il y a plus de 20 ans. Non, mais même pas, en fait. Parce que tu regardes... Parce qu'en fait, c'est pas arrivé tout de suite. Tu vois, c'est 95, l'arrivée du jiu-jitsu. Moi, j'ai 15 ans après... Moi, j'ai commencé genre 15 ans après. C'était encore... c'est encore... Et même maintenant, pour moi qui évolue dans cet univers, pour moi, tout le monde connaît le jiu-jitsu brésilien, mais en fait, les gens... c'est très marginal. En France, on doit être... Si je mélange toutes les fédérations et tout, on doit être sur les peut-être 15 000 personnes qui pratiquent. Ce qui est que dalle. Je connais pas les chiffres du judo. Non, par rapport. C'est incomparable. C'est bien simple, en France, t'as à peu près 1 personne sur 6 qui a déjà fait du judo. Je te dis pas à haut niveau et tout. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu prends dans la rue des gens, sûr. tu dis tiens, ouais, t'as fait. Ok. Mais bien sûr, c'est pour ça. Et comme il y a une filiation entre les deux, les gens nous confondent un petit peu.
soit ils nous connaissent pas, soit ils nous confondent, soit ils confondent avec la capoeira. On est encore assez marginal, mais c'est pas très grave. Et une des choses qui a fait connaître... Pour moi, c'est quand même vachement plus différent. Bah alors, ouais. La seule, je veux dire, Ah bah, similitude, c'est parce c'est que c'est le Brésil. brésilien. Non, mais je vais te dire, mais c'est exact. Mais Encore judo et jiu-jitsu, même l'historique de Oui. ce que j'avais lu, c'est que c'est au début du siècle, le dernier. Ouais, c'est Maeda qui a... qui a été envoyé par Kano et qui ensuite, pour promouvoir le judo, et ça s'est transformé via la machine brésilienne. Alors même, ce qu'il faut savoir, c'est que Maeda, Maeda faisait du jiu-jitsu sur une école qui faisait beaucoup de sol. Et en fait, le judo s'est démocratisé au Japon. En fait, c'était au début de l'ère Meiji. En gros, c'est l'ère où ils ont commencé à se dire que ce serait bien de que les élites ne s'entretuent plus. Donc, c'est l'époque moderne. Et du coup, le judo s'est développé. Et comme méthode de self-défense, et ainsi de suite. Et du coup, ils ont intégré le Jigoro Kano, qui a créé le judo, a vendu le judo et a développé dans sa tête le judo comme une méthode d'éducation. Et quelque chose qui est assez rare pour le Japon, il a décidé, parce que le Japon a tendance à être assez auto-centré et à se replier sur lui-même, sur beaucoup de choses, et lui, il a décidé d'envoyer des gens dans le monde entier pour prêcher la parole du judo. Et les gens qu'ils ont intégrés à l'école, voilà, ils ont envoyé Maeda qui faisait plus du jiu-jitsu et qui était plus spécialisé pour le sol. Là, d'accord, donc il y avait déjà, on va dire, c'était pas innocent en fait. Voilà, et je réfléchis au nom de l'école du sol, là, elle me revient pas à chaud, mais il y a une école, et ce qui est drôle... Japonaise ? Ouais, et ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils diffusent des vidéos de cette école de sol, et ça ressemble excessivement au jiu-jitsu brésilien. Plutôt le jiu-jitsu brésilien ressemble excessivement à ces méthodes-là. Bon, après, moi je suis un peu dubitatif, c'est des trucs qui sortent pour dire en fait on avait tout inventé. Voilà, bah non, si ça existait pas, les gars, vous aviez qu'à. Si ça existait déjà, vous aviez qu'à le diffuser. Donc, pour rebondir sur l'entretien que j'avais fait avec Gilles, donc de la Grue Blanche, on parlait de transmission. Donc, il disait qu'un art martial, c'est vivant, c'est quelque chose qui. Bien sûr. Donc, quand la transmission, c'est pas quelque chose de figé. Donc, oui, je pense que ce qui a été diffusé à un moment donné, donc il y a plus d'un siècle, c'était pareil, que les mecs au Brésil, ils ont gardé le même état d'esprit, mais qu'il a évolué au Brésil, et donc du coup, qu'il y a des choses profondes qui sont pareilles, mais que derrière, le développement s'est fait différemment du fait que c'était des personnes différentes, et c'est sain. Oui, je pense que c'est une évolution du truc, mais c'est vrai que c'est toujours drôle de voir qu'en fait, quand tu vois d'anciennes vidéos, par exemple le crochet de l'Ariva, ce genre de choses qui paraissent un peu bon, pas du jiu-jitsu moderne, faut pas exagérer, mais c'est marrant de voir que oui, en fait ça se faisait déjà au Japon et tout. Moi je pense que ça a eu la technique, effectivement, a moins évolué que ce qu'on peut penser jusqu'à assez récemment. Maintenant, qu'est-ce qui a fait changer? C'est le MMA? Alors, le MMA, tu vois, dans le MMA, quand il s'est fait connaître par ce qu'on appelle maintenant le jujitsu old school. C'est-à-dire que... celui de la famille Gracie, c'est ça? Exactement. C'est un jujitsu particulier, celui-là? Alors, c'est-à-dire que tu parles de famille Gracie, puisque c'est de toute façon, c'est eux qui ont exporté le jujitsu tel qu'on le connaît. Donc même si on n'est pas Gracie Barra ou qu'on ne paye pas de droit d'existence à la famille Gracie, il faut quand même reconnaître que peu importe l'enseignement de Maeda, c'est eux qui l'ont diffusé plus largement à travers le monde. C'est eux-mêmes qui ont donné ce nom. En fait, oui, brésilien. Ils ont dit modestement le Gracie Jiu-Jitsu, on s'est dit bon, ça devrait se vendre. Mais si tu veux, en fait, quand le jujitsu d'ailleurs qui s'applique au MMA, c'est des techniques relativement simples, efficaces, assez stéréotypées finalement, et qui ont eu un succès fou dans le MMA justement au départ de l'UFC, parce que à cette époque-là, à l'UFC, personne ne faisait de sol. Les gens se disaient, chacun utilisait sa technique martiale,
Et ce qui n'était pas forcément faux, un super striker, il n'aura pas besoin d'aller au sol. Mais eux, la technique des Gracie, ils n'avaient pas une lutte géniale ou même la frappe, quand on voit même le Jiu-Jitsu Gracie qui est enseigné dans toutes les écoles, c'est quand même très rudimentaire en termes de frappe. Mais en fait, l'idée c'était d'amener le mec au sol, et au sol, il n'avait pas des réflexes de base. Aujourd'hui, il y a une espèce de mythe que tous les pratiquants de MMA sont super forts au sol. Non. Par contre, ils ont une base minimum au sol, et en fait, quand tu regardes, on les a fait travailler quelquefois quelques bases, mais très bien. Et souvent, c'est rare qu'ils ne sachent rien faire. Tu veux dire par là que ce ne sont pas des professionnels en tout cas de JJB, enfin je veux dire, ils ne pourraient pas qu'on peut faire une compétition de JJB, mais qu'ils ont cette base pour ne pas se faire avoir par des techniques entre guillemets basiques. Dès qu'ils sont au sol, qu'ils ne se retrouvent pas à taper au bout de 5 secondes. Voilà, il y en a, après il y en a... il y en a où c'est la spécialité. Oui, voilà, après, c'est ça, exactement. Le MMA, je pense, moi j'aime pas la frappe par goût. Mais je respecte tout à fait ceux qui en font. Et le MMA, clairement, sa force, je pense, c'est que c'est une activité qui est plurielle. Donc, je viens de la boxe thaï, et ben, je vais te montrer un MMA peut-être plus avec des frappes et des percussions. Et peut-être un autre prof, lui, il a fait du JJB ou du grappling et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est la richesse du truc. Après, aujourd'hui, là par exemple, il y a Mackenzie Dern, une Jiu-Jitsu 4, qui fait du MMA. Elle est super forte, c'était la numéro 1 avant en JJB. En frappe, voilà, peut-être qu'elle va se faire avoir en frappe. Tu vois ce que je veux dire? Chacun va avoir sa spécialité, et finalement, il y a un mythe un peu qui s'est fait comme quoi, genre, si tu es fort en jiu-jitsu brésilien, et ça se passera bien au MMA. Moi, j'en suis pas convaincue du tout. Ça, c'était sur la période d'avant où personne ne connaissait. Ah oui, si tu sais pas comment contrer une clé de bras ou... Non, et puis bon, au début, je veux dire, il faut un minimum pour encaisser des coups, savoir comment ça vient. Bien sûr. Il y a des basiques aussi. Voilà. Tout comme tu disais qu'il y a des bases, que les mecs ils apprennent des bases pour ne pas se faire soumettre. Bien sûr. Il y a des bases aussi en percussion qu'il faut apprendre si t'en as jamais fait. Mais ça tombe pas du ciel. Sauf si t'es bagarreur et que tu te bagarrais dans la rue et tout ça. Et je vais te dire, les gens du JB qui vont au MMA, sincèrement, ils prennent des cours avec des gens qui vont leur enseigner de la frappe et tout. Mais t'as une espèce de mythe collectif, et j'ai pas vu... C'est pas trop les compétiteurs, mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros match de l'UFC et tout, je vois plein d'avis, oui, un tel, et ça me fait rire quand je vois une ceinture blanche ou une ceinture bleue qui explique ouais, il s'est passé ça, machin, alors que le mec qui se présente comme un mec qui connaîtrait quoi que ce soit en MMA, alors que moi je suis ceinture noire, je combats à l'international en jiu-jitsu, je suis titrée sur toutes les fédérations. Mais moi je suis incapable d'être à l'intérieur de l'octogone. J'ai pas la compétence, et souvent les gens me disent qu'est-ce que t'en penses, j'en pense rien, j'ai pas la compétence, c'est pas... Voilà, c'est... Il y a clairement en fait une différence de pratique, c'est deux sports différents. Et du coup, donc ça c'était ce qu'on appelle le jiu-jitsu old school, et qui est très bien, et qui est encore enseigné dans les écoles de jiu-jitsu, hein, même chez nous. Et il y a ce qu'on appelle le jiu-jitsu moderne, avec des techniques qui sont vraiment la technique, on va dire, un peu emblématique de ce jiu-jitsu, c'est le berimbolo. C'est une technique où on roule sur les épaules pour aller dans le dos du partenaire. Donc c'est un petit peu acrobatique. Le jiu-jitsu, on est surtout fort au sol. On a quelques trucs debout. L'idée, c'est d'amener l'autre au sol. Et voilà, souvent on a deux types de profils en jiu-jitsu. On a ce qu'on appelle les passeurs. En gros, le gars qui aime bien être au sol, mais qui aime bien, quand on est au sol, être au-dessus, qui se sent plus à l'aise au-dessus. Et le jiu-jitsu, on va dire, pour moi, c'est aussi la base du jiu-jitsu, celui qui aime être au-dessous, ce qu'on appelle un gardien, qui garde sa position et qui, lui, à partir d'au-dessous, on n'arrivera pas à passer ses jambes, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut, et lui il va être super dangereux pour soumettre, pour faire Parce que effectivement ça c'est quelque chose qui moi m'avait surpris quand j'avais découvert le jiu-jitsu brésilien, c'est que quand on est en dessous on n'est pas forcément en désavantage. Exactement. Alors qu'on pourrait penser que celui du dessus
bah, il peut étrangler, enfin, c'est l'image Exactement. de singe qu'on voit, celui du dessus en général. Bien sûr. il est- Mais ouais, c'est ça. Et là, justement, on apprend à être vraiment en totale sécurité. Voilà, être un gardien, le gardien est bien au-dessous. Moi, je suis une gardienne, par exemple, je venais du judo, et au judo, c'est vrai qu'on a tendance à être bien au-dessus, donc je pensais que pendant des années, j'étais une passeuse. Et un jour, j'ai fait mon outing, et je suis devenue gardienne, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est intéressant de mettre... pour moi, le fait d'accepter et de vouloir même être au-dessous, c'est un des critères fondamentaux du Jiu-Jitsu. Je comprends, enfin, ce que j'ai compris de l'écoute, c'est tu donnes des cours ici au Centre Impérial à des personnes, on va dire, qui viennent pour s'entraîner, pour apprendre le Jiu-Jitsu, mais tu formes aussi des compétiteurs et tu fais également donc, toi-même des compétitions. Ouais, moi cette triple étiquette, on va dire, triple casquette. Ouais, et moi, en fait, le gros de ma vie, c'est de donner des cours et d'aller en compétition. Et je vais dans le monde entier. Après, le fait, ce qu'on disait, d'avoir plusieurs fédérations, fait que t'as pas réellement un statut. Voilà, c'est assez compliqué. On a un système qui fonctionne complètement sur un système privatisé, qui est la Fédé brésilienne, qui est compliqué, donc ça a tout à charge et tout. Tu gagnes la gloire dans ta salle de bain. Mais en même temps, c'est le seul titre qu'on respectera. Parce que tu peux... Voilà, c'est énorme. Et après, tu as des titres qui vont te ramener de la popularité, qui, moi, perso, me permettent aussi de proposer des cours et d'en vivre, parce qu'en gros, tu vas pas payer la même chose sur quelqu'un qui est champion international pour un cours avec quelqu'un qui est champion international. Non, c'est vrai. Voilà, ou quelqu'un qui a fait, elle est ceinture noire, mais voilà, on sait pas si ça marche son truc. Ouais, et d'ailleurs, en jiu-jitsu brésilien, pour tes ceintures, tu dois pas faire de la compétition aussi? Non, alors en jiu-jitsu brésilien, alors il y a certains profs qui l'exigent. Moi, je suis compétitrice, mais je suis pas forcément pour, parce que j'ai vu des gens, des fois même d'un niveau absolument incroyable, qui n'en avaient rien à secouer de la compétition, qui n'avaient pas le temps. Nous, on est dans une académie où on est en full time, il y a des cours quasiment tout le temps, et on a des gens qui viennent s'entraîner, mais qui ont des vies, mais d'une complexité hyper remplie et tout, mais ils n'ont pas le temps. Et en plus, voilà, c'est pas le... Ouais. Et des fois, mais les gars sont super bons. Après, la compétition te permet d'avoir... dans la compétition, on n'est plus dans le... Tu vois, dans la sympathie et dans le... à l'entraînement, tu peux avoir une forme de consensualité, tu vois. Tu sais que tu es contre quelqu'un de plus âgé, tu vas pas forcément y aller trop fort parce que tu veux pas qu'il se fasse mal et tout. Maintenant, le mec, il va se retrouver contre quelqu'un de son âge, quelqu'un de son poids, quelqu'un de son niveau, en fait. Ouais. Quand tu es dans une bonne école, en gros, quand tu as tes ceintures blanches-bleues, tu dois finir ton entraînement, tu dois être épuisé, souvent tu as utilisé ton énergie tout seul, tu t'as forcé tout seul, mais tu ne dois pas te faire mal. La problématique, c'est souvent les blessures qui viennent en jiu-jitsu, mais elles viennent très vite dans ces cas-là. Souvent, c'est pour les gens qui veulent pas abandonner. Et c'est ce que tu disais sur la compétition, le fait de l'entrain et tout. Et en fait, même dans le combat, et ça, je pense que c'est pas que le jiu-jitsu, c'est le sport de combat en général. Quand t'es face à l'autre, quand t'es en opposition, il y a un truc qui se passe. Et même moi j'ai eu mais même en judo, des gens qui étaient ingénieurs, qui étaient pas des crétins finis, avec qui tu pouvais avoir des discussions passionnantes, et qui d'un coup pétaient un fusible. Tu vois, dans le combat, devenaient presque des animaux sauvages, et qui arrachaient tout et tout. Et dans le jiu-jitsu, c'est pareil, c'est-à-dire que... c'est peut-être même plus, parce que quand t'as une personne qui est sur toi, c'est vraiment, ça peut être très vite oppressant. Quand t'es au-dessous, en fait... Parce que, comme tu disais que gardien, c'est quelque chose de... Mais avant que ça devienne une seconde nature pour toi, au début, tu te sens... Au début, tout le monde préfère être passeur. Moi, ça me fait rire maintenant quand j'ai des élèves qui me disent « Ouais, je préfère passer ». On en parlera quand tu seras bleu depuis un moment, on en rediscute si ça te plaît. Parce que je connais très peu de gens, sauf des très légers, qui comprennent instinctivement que c'est là que ça se passe, qui peuvent compenser en souplesse, trucs comme ça.
au début, tu n'aimes pas être au-dessous. Et c'est frustrant au début pour les débutants. Quand ils débutent, souvent, on leur montre des attaques. Parce que les attaques, c'est plus rigolo à faire. Mais en fait, ils se retrouvent à défendre pendant tout le combat. Et les défenses, ça s'étudie. Mais sincèrement, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant d'étudier comment sortir. Et souvent, en plus, c'est des trucs simples, mais un peu rébarbatifs. Quand on te dit, tu vas faire tes 3 séries de langoustes, bah tu les fais, mais c'est vrai que tu fais un peu la gueule. Et pourtant, c'est ça qui va finir par te sauver, ainsi de suite. Et après, d'une personne à l'autre, les mécanismes sont pas pareils. Mais c'est vrai que, ouais, tu peux avoir ce sentiment. Moi, c'est vrai que je venais du judo, donc je l'ai moins eu. Mais le sentiment d'oppression quand t'es au-dessous. Après, il faut avoir de la fierté, il faut avoir un ego, mais il faut pas qu'il t'empêche d'avancer. Voilà, il peut être contre-productif en fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que des fois, je comprends, t'arrives, mais même moi, j'arrivais quand j'étais ceinture blanche. Moi j'étais une folle, hein, moi j'allais voir les ceintures noires. Bon, allez, on tourne et tout. Mais alors au début, ils étaient un peu en mode c'est du lard ou du cochon. J'essayais de les battre, je me faisais battre, ce qui était logique. Ouais. Mais sans rancœur, et après, en plus, moi je venais les voir, hey, je peux t'éclater. Mais sérieux, hein, j'allais comme ça. Et je me rappelle qu'il y avait un gars que, je sais pas, je lui disais ça. Et puis, après, à la fin, il me disait juste, ah ouais, tu as envie de venir m'éclater et tout. Je dis, bah tu le sais, oui, je sais. Alors, j'espère que je vais survivre. Tu vois, les mecs, ils me charriaient à la fin. Mais c'est vrai que ça fait perdre, c'est normal. Moi, tu sais, j'enseigne aux enfants et je leur dis toujours vous pouvez savoir, il y a 2 certitudes dans la vie, on va mourir et un jour vous allez perdre. Peu importe le domaine, il n'y a aucune histoire, même tu prends les plus belles success stories du monde, t'as toujours un moment où le mec, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il a perdu et ainsi de suite. Mais là, c'est vrai qu'on sort, je sais pas si certains diront qu'on est dans les arts martiaux, mais effectivement. La perte, c'est. Mais ça, c'est quelque chose que dans la société, en tout cas chez nous, hein, je ne parle pas d'autres pays que je ne connais pas, mais on te montre la perte comme l'échec comme quelque chose de négatif, qu'il faut à tout prix essayer d'éviter. Or, comme tu disais, ça fait partie de la vie. C'est dans tout, hein, on peut pas. Nous, on voit ça beaucoup par rapport à la compétition. Tu as des gens qui veulent se lancer, mais qui osent jamais parce qu'ils ont peur de ouais, mais si je perds. Moi souvent je le dis même à mes élèves, je perds tout le temps. Mais moi, alors sur certaines fédérations, en fait j'ai beaucoup de titres. Donc sur l'UWW, je suis championne du monde de grappling, championne d'Europe. Enfin, sur le Newaza, j'ai été championne d'Europe, vice-championne du monde. Sur l'IBJJF, et l'IBJJF c'est la grosse fédération. Et en noir, j'ai pas gagné de choses majeures encore. J'ai fait des résultats aux Europes ou à la Panoutre, mais j'ai pas encore fait un gros résultat. Et du coup, mais moi je perds, mais sur cette fédération, je perds souvent. Hein. Parce que quand tu écris ton palmarès, tu n'écris pas le nombre de fois aussi que tu as perdu. Parce que, je veux dire, c'est normal. Mais ça fait partie. Ça fait partie du truc. Tu perds. Alors, c'est un peu le paradoxe. Je sais que sur le MMA, c'est ça que je comprends pas. Parce que je sais qu'ils font des cartes et que si tu as perdu un certain nombre de fois, on te mettra plus sur les cartes. Et du coup, je sais que les gens mal managés, par exemple, souvent sortent des cartes. Et c'est un peu choquant parce que dans tous les autres arts martiaux, le fait de perdre n'est pas un tabou dans le sens tu fais en judo t'as des gens qui se sont fait marave il y a une Jap qui s'appelle Matsumoto, l'année avant qu'elle fasse championne olympique, et tout le monde expliquait que c'était dans les entraînements internationaux que c'était la victime de tout le monde et qu'on la prenait pour se reposer. Et la fille, elle défonce tout le monde après, elle a tellement travaillé, elle a passé un palier. Et voilà, et en jiu-jitsu c'est pareil, moi je crois que c'est bien de se faire casser la gueule. Mais bon, après, voilà. Non, mais effectivement, l'essentiel, c'est surtout après, c'est comprendre pourquoi. C'est d'analyser ses défaites, ses pertes, et comprendre pourquoi. Si c'est perdre ou pour perdre, ça sert à rien. Bien sûr. Mais effectivement, tu reviens et tu te dis... Mais t'en as qui s'en remettent. C'est vrai que t'en as, mais à tous les niveaux. Hein. T'as des gens extrêmement forts qui ne se remettent jamais de leurs défaites. Alors... Il y en a qui sont pas pareils. J'imagine que quand t'arrives et que genre les JO, t'as la médaille d'argent...
Bah, c'est parce que si tu en vis... plus tu sais que t'as fait une connerie, c'est pas la même que si Bien t'es sûr. arrivé que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, à haut niveau, c'est rare que les gens aient jamais connu de défaite, quand même. Mais voilà, mais après, c'est vrai que... Mais ça, c'est vrai que c'est pas dit. Oui, Quand ils viennent, ils disent pas, voilà, j'ai perdu le temps. mais Je suis arrivé là aussi grâce à mes Tu défaites. sais, c'est Nietzsche sur le talent et sur les artistes qui disait que, en fait, on aime penser que l'art est quelque chose d'un peu magique. C'est un artiste, tu vois, quelque chose de magique, et qu'en fait, l'artiste lui-même cachait les épreuves de son travail. Tu vois, sur une peinture, on voit pas derrière le dessin. Et on se dit, le mec, il a pris son pinceau, il a fait ça. Et bah, dans le sport, c'est pareil. Tu vas voir le mec gagner, tu vas voir le gars faire, mais même, je te dis, en foot, le mec, il va faire hop, il va taper un tout petit peu dans la balle, le truc, il va aller pile au bon endroit. Tu dis, waouh, c'est marrant, le petit geste comme ça. Mais on s'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Et dans les arts martiaux, bah oui, c'est-à-dire que bah là, en ce moment, moi, je me réentraîne. J'ai fait la crêpe, hein. Je me suis fait broyer, l'important c'est de ne pas se blesser et d'être dans une logique productive. Mais c'est vrai que souvent on gomme les défaites, et faut le dire, dans les arts martiaux et dans le monde moderne, il y a quand même une omniprésence des réseaux sociaux, et c'est vrai que sur Instagram, moi, il y a des victoires, enfin, il y a des podiums, des fois, je suis sur le podium, j'ai perdu mes combats, et j'ai pas envie de le mettre, mais pour des questions publicitaires, bah, tu le mets. Mais moi, j'aime bien le préciser quand même, hein, dans ces cas-là. Mais... Ouais. Bah, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi ont fait que ça change un petit peu. Voilà, il n'y a que la victoire, il n'y a que la fête, il n'y a que le bonheur. Bon, c'est pas grave, hein, j'aime bien la fête, la victoire et le bonheur. C'est un bon plan. Mais effectivement, on voit pas cette partie-là. Mais je pense que c'est pas que dans les arts, je pense que c'est dans tous les sports et dans tout. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui est... C'est culture de la victoire, de la success story, et qu'on voit pas que... Voilà. Il y a aussi des... Même en France, pourtant on avait la tradition de poulies d'or et de machin. L'important c'est de participer. Ah ouais, mais alors en plus, ce truc est totalement faux. En fait, la phrase est tronquée. Il a dit l'important c'est de participer, mais c'est mieux de gagner, ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Et en fait, on a retenu, et du coup, on passe pour des losers. Non, mais on passe pour des losers. Bah, nous, les Français, vous préférez perdre. Bah non, on préfère pas perdre. On aime bien gagner quand même, c'est sympa. Mais bon, donc voilà. Sur le jujitsu, ce qui peut être bien de dire, et parce que j'en ai parlé vite fait, mais c'est un des rares arts martiaux où, compétition ou pas, tu peux le pratiquer à n'importe quel âge. C'est bien que tu le précises, parce que l'image du jiu-jitsu brésilien est quand même une des pratiques de jeunes. Oui, dû à la condition physique. Le MMA, le truc un peu sauvage et tout. Non. Puis même, c'est des techniques, il y a des abdos, des langoustes, tout ça. Ouais, mais... je dis pas qu'une personne plus âgée n'y arrivera pas, mais ça peut rebuter quelqu'un. Nous, on a notre doyen, il a 75 ou 76 ans, je sais plus. Ah, ouais, donc voilà, mais je te dis pas qu'à 70 ans c'est évident, mais ça me fait rire quand il y a des gens qui me disent 30 ans, qui m'envoient un message, est-ce que c'est pas trop tard pour commencer ? Non, sincèrement. Maintenant, on a des petits qui commencent, on a une génération qui arrive, et même que ce soit au national ou à l'international, ils ont commencé gamins, donc c'est monstrueux, bah oui, c'est bien mieux. Mais on n'est pas du tout obligé de commencer, on peut commencer adulte. Nous, la majorité de nos adultes, on a beaucoup de licenciés ici, mais même où que tu ailles, tu verras que la majorité des gens commencent, certains ont plus de 30 ans. Après, au-delà de 50 ans, c'est possible aussi. Je pense qu'il faut adapter la pratique. C'est pour ça que c'est vrai que les cours parts sont pratiques. C'est vraiment un art martial. Justement, le judo est plus difficile d'accès parce qu'il demande plus de physique, et tu as un rapport à la chute qui, des fois, est plus important. Nous, il y a un tout petit peu de debout, mais sincèrement, bah pareil, tu peux décider de t'asseoir directement. T'es au sol, c'est moins traumatisant, je trouve, pour le corps. Voilà. Après, comment tu le pratiques ? Tu as des formes justement dites modernes où les gens volontairement se mettent, ça s'appelle des gardes inversées. Donc les gars, ils font comme une roulade arrière et leurs jambes défendent leur garde. En fait, ils mettent leurs jambes en défense, mais à l'envers. Et si on met de la pression sur la nuque, c'est assez mauvais à terme. Mais c'est du jeu moderne, et il y en a qui le font très très bien. Mais
Moi, par exemple, je conseille pas ça à quelqu'un de plus âgé, mais c'est vrai que voilà, c'est l'essentiel du jiu-jitsu, elle est adaptable à tout le monde, et c'est une pratique assez épanouissante, et c'est assez marrant quand, justement, comme on crée nos petits pièges, tiens, j'ai réussi à l'avoir là-dessus, bon, il m'a eu après, mais c'est pas grave, j'ai juste fait, il y a que la première partie du piège qui a marché, mais c'est pas grave. Donc c'est assez ludique, ça vaut vraiment le détour, donc voilà. Ok, bon bah que nos auditeurs qui ont plus de 50 ans Bah voilà. qui n'hésitent pas, c'est vrai effectivement que les personnes se dirigent plus vers des choses, je sais pas moi, du yoga, du tai chi, des Exactement. choses... Mais ce qui sont Et, très bien aussi. Hein. Mais ouais, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai que c'est des disciplines où on trouve moins de jeunes. Et là, c'est inversement. Donc, bah, c'est un bon message en tout cas. Que bah, allez-y, vous pouvez. En tout cas, vous pouvez venir voir Voilà. la France. Et après, je prends aussi en cours dès 4 ans. Hein. Je dis ça. Dès 4 ans, Voilà, d'accord, c'est pas. très bien. On a une palette large, il n'y a pas de souci. Ok, super. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Non. Non. Voilà, bah, je suis sur 2 écoles, Laïle et Rose. Ok, bah, je et vous mettrai même les Cathy. liens dans la chaîne. Eh bien, merci beaucoup Merci à toi. et à bientôt.